Je vais le poser parce que sinon je vais encore faire des catastrophes et casser tous les micros de l'université de Kyoto. Alors je voudrais, dans le cadre de cette table ronde sur le plurilinguisme dans le monde, intervenir sur un aspect qui ne prétend pas être novateur, mais qui me semble devoir être une préoccupation de tous les instants. Que faisons-nous quand nous parlons de langue? Ceux qui se souviennent de ce que coûtait de ne pas savoir prononcer le mot chibolette, d'après la Bible, ou plus près de nous, ce qu'il en coûtait de parler le yiddish, comprendront que j'entends par là que la langue est une affaire qu'il faut prendre très au sérieux. Or, de ce point de vue, nous avons la mauvaise habitude de ne pas tenir assez compte de textes plus ou moins administratifs, de rapports de formats et d'importances diverses, qui peuvent éventuellement se transformer en instruments juridiques coercitifs, comme par exemple des lois linguistiques tentant d'imposer l'unilinguisme ou de promouvoir le plurilinguisme. Ainsi, le rapport intitulé « Un défi salutaire », comment la multiplicité des langues pourrait consolider l'Europe, qui rassemble les propositions du groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel, constitué à l'initiative de la Commission européenne et publié en 2008, n'est-il pas sans intérêt intellectuellement, ni sans importance en ce qu'il propose des mesures à prendre? Ce rapport a en effet été bien accueilli, mais on n'en a guère retenu que la mesure phare. Je cite, « L'Union européenne devrait prôner la notion de langue personnelle adoptive », fin de citation. Il me semble cependant que ce texte mérite davantage d'attention. Commençons d'abord par analyser qui sont les auteurs du rapport, ces fameux membres du groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel. Le président en était Amin Maalouf, et le groupe comprenait, outre lui-même, 4 autres écrivains, 2 philosophes, dont l'un a été ministre de l'Éducation de la République tchèque. On y trouvait encore une experte en communication. Pourquoi est-elle concernée? Mystère. La présidente, on y trouvait aussi donc la présidente du Goethe Institute et l'ancien directeur général du British Council. Ce groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel comportait donc une majorité d'écrivains et de philosophes, 6, 2 institutions, le Goethe Institute et le British Council, mais rien des deux côtés du domaine institutionnel français. L'Alliance française, par exemple, qui ne me semble pas indigne d'apporter quelques lumières sur ces questions, ou même la francophonie. Mais le plus étonnant est que pour une question qui touche, ou qui va toucher, au premier lieu, des technologies pédagogiques, la seule personne qui ait quelques lumières sur cette question soit un ancien ministre, je peux parler, de l'Éducation de la République tchèque, issu de la scission de la Tchécoslovaquie en 1993. Or, avant 1993, la langue tchèque étant très proche du slovaque, la plupart des adultes tchèques et slovaques étaient capables de se comprendre mutuellement sans difficulté. La radio et la télévision tchécoslovaques étaient bilingues et les écoles proposaient aux enfants des contes dans la seconde langue pour les familiariser avec celle-ci. Aujourd'hui, si le tchèque peut encore s'employer dans une communication officielle avec les autorités slovaques, les plus jeunes qui n'ont pas connu l'époque de la Tchécoslovaquie éprouvent des difficultés de compréhension lors de l'emploi de certains mots très différents ou d'une expression orale trop rapide. L'exemple est tout à fait intéressant. Il est remarquable de voir comment cette sorte de contre-exemple n'est pas abordée, sans que je connaisse avec précision le rôle de ce ministre dans le désapprentissage organisé du slovène dans les écoles tchèques. 1993, excusez-moi pour la traduction. Le rapport est aussi d'une très grande discrétion sur les questions du rapport entre le coût et l'efficacité des mesures proposées.
Il faut reconnaître que ces problèmes ne sont pas totalement évacués, mais rien n'est entrepris ni pour tenter d'évaluer le coût des mesures envisagées, ni pour tenter d'apprécier les problèmes d'efficacité des systèmes éducatifs plurilingues. Or, ces questions sont assez largement documentées, toutes les informations dont je dispose étant facilement accessibles sur Internet. Dans le rapport, la question des coûts est abordée en ce qui concerne le fonctionnement des institutions européennes. Le plurilinguisme aurait un coût en termes d'argent et de temps. Ce coût deviendrait même prohibitif si l'on voulait accorder à des dizaines de langues toute la place que leurs locuteurs pourraient légitimement souhaiter. Or, en 2005, les frais de traduction du Parlement, de la Commission et du Conseil n'ont atteint que de 511 millions d'euros. Un député européen soulignait que les services linguistiques de l'Union, traduction et interprétation incluses, ne représentent même pas 1% des frais totaux de l'Union européenne. Un prix pas si élevé pour garantir la démocratie et une coopération efficace. Mais la question du coût du fonctionnement des institutions européennes est une goutte d'eau dans l'océan des coûts de revient en matière de langue, comme en attestent d'autres travaux. Je pense par exemple à un rapport de 2005 appelé « Rapport Green » du nom de son auteur, François Green, professeur à l'Université de Genève, à la demande du Haut Conseil à l'évaluation de l'école français. François Green étudie 3 scénarios linguistiques possibles: le choix d'une seule langue naturelle, le choix d'un trio de langues naturelles et le choix d'une langue construite, l'espéranto. Pour l'auteur du rapport, il est possible de chiffrer le coût des politiques linguistiques et il indique par exemple que déjà, à l'heure actuelle, sans prendre en compte ni les avantages annexes dont bénéficient les locuteurs natifs de l'anglais dans une situation de conflit ou de négociation se déroulant dans cette langue, ni que les effets symboliques ont aussi des répercussions matérielles et financières. Pour le Royaume-Uni, un des États membres où l'anglais est langue officielle, la domination de la langue anglaise représenterait un avantage concurrentiel sur les autres pays de l'Union européenne de 17 à 18 milliards d'euros par année. Les chiffres sont donc beaucoup plus importants. Par ailleurs, les systèmes éducatifs plurilingues ont été largement étudiés par les didacticiens et par les sociolinguistes. Et leurs conclusions, pour ce qui est de l'océan Indien du moins, situation que je connais bien, sont pour le moins mitigées et montrent la difficulté de l'entreprise. Il faut bien l'avouer, dans des situations tout à fait plurilingues et pluriculturelles, leurs conclusions ne vont pas nécessairement vers le renforcement du plurilinguisme dans les systèmes éducatifs, pour des raisons de coût. Jusqu'à quel point est-il raisonnable pour un gouvernement d'investir dans cette politique et d'efficacité? Par exemple, comment disposer d'un personnel enseignant adapté et formé à ces tâches? Certes, comme l'écrivent les auteurs du rapport, dans le cas où l'orientation que nous préconisons serait adoptée, il faudra évidemment se préoccuper dans le détail de la manière de la mettre en œuvre au cours des prochaines années, c'est-à-dire s'occuper pratiquement des diverses implications, notamment dans le domaine de l'enseignement. Mais les auteurs, comme nous l'avons déjà souligné, n'ont guère travaillé qu'avec eux-mêmes et pas avec les spécialistes des systèmes éducatifs qui sont en Europe strictement nationaux. Or, les membres du groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel affirment que certaines des mesures qu'ils proposent n'ont pas besoin, pour être mises en place, d'attendre que les décideurs nationaux se soient prononcés. Certaines sont probablement envisageables, mais il est absolument impensable que les gouvernements laissent chaque institution pédagogique
choisir sa langue personnelle adoptive. Il est hors de question, en France du moins, qu'une institution scolaire puisse décider d'introduire dans son programme une langue inattendue, distinctive, ne faisant pas partie de celle qu'on y enseignait d'ordinaire. Le point suivant, c'est que la question du plurilinguisme est abordée par les auteurs dans une perspective clairement politique, liée aux défis liés à l'existence de la diversité linguistique au sein de l'Union européenne. Selon eux, dans toute société humaine, la diversité linguistique, culturelle, ethnique ou religieuse est source de richesse, mais également de tensions. D'où une série de questions. Comment faire vivre ensemble de manière harmonieuse tant de populations différentes? Comment leur donner le sens d'un destin commun et d'une appartenance commune? Faut-il chercher à définir une identité européenne? Celle-ci pourra-t-elle intégrer les composantes d'origine non européenne? Le respect des différences culturelles est-il compatible avec le respect des valeurs fondamentales? Telles sont les questions abordées par les auteurs. Le premier principe politique qui semble réunir les membres du groupe est l'idée post-nationale. C'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité de cette réflexion sur le plurilinguisme. L'idée européenne ayant émergé des conflits qui ont marqué le XIXe siècle et la première moitié du XXe, dans la mesure où la plupart des nations européennes se sont construites sur le socle de leurs langues identitaires, l'Union européenne ne pourrait donc se construire que sur le socle de sa diversité linguistique. En quelque sorte, pour les auteurs du rapport, le plurilinguisme serait l'un des antidotes contre les fanatismes liés aux affirmations identitaires en Europe et ailleurs, hier comme aujourd'hui. Et il est vrai, surtout du couple franco-allemand, que l'Europe s'est construite au sortir de plusieurs siècles de conflits entre ces nations, et notamment entre voisins. De ce fait, apprendre la langue de celui qui se trouve être un ancien ennemi est un acte important, tant pour sa signification symbolique que pour ses effets pratiques. Un second principe pose que le plurilinguisme européen, comme mode de gestion de la diversité, serait une sorte de modèle pour l'humanité tout entière. C'est les auteurs du rapport qui disent ça. Le modèle d'une identité fondée sur la diversité. Et, ajoutent les auteurs du rapport, s'il est indispensable pour l'Europe d'encourager la diversité des expressions culturelles, il lui est tout aussi indispensable d'affirmer l'universalité des valeurs essentielles. Il n'est jamais facile, poursuivit-il, de formuler de manière précise, ni surtout de manière exhaustive, ce que sont les valeurs auxquelles toute personne doit adhérer pour avoir pleinement sa place sous le toit de l'Europe, mais cette imprécision, née d'une légitime précaution intellectuelle, ne signifie pas que l'on doive se résigner au relativisme sur le chapitre des valeurs fondamentales. Il existe donc, je cite, des valeurs sur lesquelles on ne peut transiger au nom d'une quelconque spécificité culturelle. Ce dernier développement est lié à l'importance du phénomène de l'immigration en Europe. Pour les immigrés, la langue personnelle adoptive devrait donc être, en règle générale, celle du pays où ils ont choisi de s'établir. Une connaissance approfondie de la langue nationale et de la culture qu'elle véhicule est un élément indispensable pour s'intégrer dans la société d'accueil, pour participer à sa vie économique, sociale, intellectuelle, artistique et politique. C'est également un facteur d'adhésion des immigrés à l'Europe dans son ensemble, à son projet communautaire, à son patrimoine culturel comme à ses valeurs fondamentales. Parallèlement, et pourrait-on dire réciproquement, il est essentiel que les pays d'Europe comprennent l'importance que revêt pour toute personne immigrée ou issue de l'immigration la préservation de la connaissance de sa langue d'origine
Un jeune qui perd la langue de ses ancêtres perdrait également la capacité de communiquer sereinement avec ses propres parents, ce qui est le facteur d'un dérèglement social générateur de violence, selon les auteurs du rapport. Nous n'irons pas plus avant dans l'analyse de ce rapport disponible sur Internet qui me semble permettre de poser un certain nombre de problèmes dans une situation où la gestion du plurilinguisme n'est pas liée au national, comme par exemple dans les situations africaines au moment des indépendances, mais se trouve posée dans un moment post-national, ou prétendument tel, puisqu'il faut faire remarquer que les peuples européens et leurs élites semblent diverger sur cette question. On remarquera de manière très résumée que la gestion du plurilinguisme est fonction de paramètres politiques, juridiques, institutionnels et financiers qui sont autant de contraintes auxquelles il est impossible d'échapper. De ce point de vue, le rapport des membres du groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel est plein de bonnes intentions, mais le plurilinguisme est une chose trop sérieuse pour l'abandonner à des rêveurs. Je vous remercie.